Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Au Cameroun, l'encours de la dette du secteur public est évalué au 30 juin 2021 à 10 687 milliards de francs CFA. Cela représente 44,4% du produit intérieur brut selon les derniers chiffres officiels. L'encours provisoire de la dette intérieure des sociétés est évalué à peu près 900 milliards de francs CFA. Les entreprises, les institutions financières internationales s'inquiètent de l'accélération de l'endettement au Cameroun. Certaines d'entre elles classent le Cameroun comme un pays ayant un risque élevé de surendettement. Faux, retorque le gouvernement camerounais qui estime qu'il peut aller jusqu'à 70% du PIB selon une norme communautaire. Quelle est l'analyse qu'on peut en faire de ce rythme d'endettement ? L'endettement est-il orienté vers la mise en œuvre et la réalisation des projets structurants? Pour en parler sur ce plateau, je reçois le professeur Chico Eboué, professeur en sciences économiques, enseignant à l'Université de Lorraine en région de France. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Neféré. Vous avez suivi cette nouvelle note de conjoncture économique rendue publique par la Caisse autonome d'amortissement. Elle note que le Cameroun a un encours de dette évalué à 10 687 milliards de francs CFA. Quand on parle d'encours de dette publique, du secteur public, à quoi on fait référence pour expliquer aux communs des Camerounais qui nous suivent ce soir? La dette des administrations publiques, c'est d'abord l'excédent des dépenses publiques sur les recettes publiques. Ce qu'on appelle le déficit budgétaire, qui vient nourrir la dette héritée. Cela veut dire que plus l'État dépense qu'il ne collecte de recettes fiscales, plus il accumule un déficit budgétaire qui vient nourrir ce qu'il emprunte soit à la BVCAM, marché financier local, soit dans certains cas auprès de certaines banques, parce qu'il y a certaines administrations publiques qui empruntent auprès des banques locales, soit à l'étranger, lorsqu'il n'a pas reçu de dons ou d'aide publique au développement. Donc c'est cela la dette publique. Et cette dette, pour en mesurer le poids dont elle pèse sur l'économie, il faut la rapporter au produit intérieur brut, c'est-à-dire à la production que les Camerounais dégagent chaque année. Donc, quand il est dit que la dette publique représente 10 687 milliards, en rapportant au PIB, je vous ai dit, je pense que les Camerounais peut-être le savent, qu'il y a aux alentours de 24 000 milliards de francs CFA. Ça représente donc ce que vous avez dit, 44%. 10 787 sur 24 000, ça représente donc un peu moins de la moitié. Ça veut dire que le poids de la dette des administrations publiques et de l'État central pèse un peu moins de la moitié de la richesse produite par les Camerounais. Et quelle analyse cela suggère? Cela signifie que plus cette dette pèse, plus l'État va devoir la rembourser. Or, pour la rembourser, il doit le faire avec une partie des recettes fiscales qu'il collecte. Or, ces recettes fiscales, elles sont obtenues comment? Elles sont obtenues par les droits de douane, donc les importations qui viennent de l'étranger, et beaucoup d'entreprises camerounaises importent. Donc, ça veut dire que ces importations seront frappées par des droits de douane dans certains cas qui peuvent augmenter, soit alors ce sont les autres sources de recettes fiscales qui augmentent. L'impôt sur les sociétés, l'impôt sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée, les différents impôts fonciers, les droits d'assises, vous me disiez ça c'est les droits de douane, mais les patentes pour les commerçants. Donc en réalité, une dette qui augmente va entraîner que les Camerounais seront de plus en plus ponctionnés sur leurs revenus, ce qui va affaiblir leur pouvoir d'achat. Voilà pourquoi la dette ne doit pas beaucoup trop augmenter, la dette publique.
Pourtant, suit le ministre des Finances, le gouvernement défendre ce rythme d'endettement face aux inquiétudes des institutions financières internationales, en estimant que les fonds qui sont contractés auprès des bailleurs de fonds, auprès des banques internationales, c'est pour financer des projets importants qui permettront au Cameroun d'avoir une croissance à 2 chiffres d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années. Est-ce que la stratégie d'endettement adossée sur une stratégie de développement s'avère payante? Payante, je ne sais pas. Maintenant, il faut comprendre la logique du ministre des Finances et du gouvernement. La dette est aujourd'hui, dites-vous, de 17 687 milliards. 10 600. 10 000, pardon. 687. 10 687, vous avez raison de me reprendre. Elle aurait augmenté, selon la Banque africaine de développement, de 4 000 milliards depuis 2016. Donc elle était aux alentours de 6 600 milliards. Elle aurait augmenté de 4 000 milliards en 4 ans. Elle aurait même, selon toujours la Banque africaine de développement, été multipliée par 13 depuis 2007. Pardon, multipliée par 4 depuis 2008-2009. Par 4. Alors ça veut dire quoi? Pour le directeur de la Caisse autonome d'amortissement de la dette, qui gère ce stock de dette, qui paye les échéanciers chaque mois, les frais financiers, ce qu'on appelle le service de la dette, le Cameroun est passé par 3 phases. La phase de surendettement élevé. Vous avez évoqué cette notion tout à l'heure. On est dans les années 80 jusque pratiquement à la fin des années 90. Les cours des matières premières ont baissé largement depuis 1984. On se retrouve en situation de surendettement. Le dollar a vu son prix doubler en francs, puis en francs CFA. Les taux d'intérêt qui étaient servis sur l'endettement auprès des banques internationales, que vous avez citées, ont caracolé à des hauteurs de 18%. Donc, du coup, les pays africains, tous, en Afrique subsaharienne, se sont retrouvés dans une situation de surendettement, devant payer la moitié de leur budget en frais financiers, en intérêt, la moitié. Et puis, il y a eu des plans d'allègement de la dette tout le long des années 90, qui aboutissent au début des années 2000 à ce qu'on appelle les PPTE, les plans d'allègement de la dette pour les pays pauvres, lourdement endettés. Et le Cameroun est éligible. Et donc, il en résulte des marges de manœuvre pour l'État. C'est-à-dire qu'il n'a plus à payer tous les frais financiers qu'il devait payer avant ces plans. Ce plan-là en particulier. Et donc, à partir de 2007, ces marges de manœuvre conduisent l'État à envisager maintenant un nouveau cycle d'endettement. Parce que la doctrine de l'émergence s'installe. Et au début des années 2010, le président de la République fixe un objectif, un cap. Il faut être émergent en 2035. Du coup, il y a un grand nombre de projets structurants qui sont identifiés. 30 000 milliards de francs CFA que ça coûte en 2013. C'était l'évaluation du Minepat. Aujourd'hui, nous en sommes à 35 500 milliards. Donc l'État indique que s'il s'endette, c'est pour pouvoir financer une partie de ces projets. Donc, projet d'équipement énergétique, 18 000 milliards, quasiment la moitié, plus de la moitié, 60%, quand on se situe en 2013. Projets qui devraient, s'ils sont mis en place, c'est-à-dire le barrage Lompangar, Nachtigal, etc., s'ils fonctionnent, permettre de gagner, c'est l'étude que j'ai faite pour les services présidentiels en 2012, permettre de gagner 3% de croissance qui viennent s'ajouter à la croissance initiale. Et pour s'arrêter sur ces projets énergétiques, ils devaient être réalisés maximum en 5 ans pour la plupart d'entre eux. Aujourd'hui, avec le recul nécessaire, professeur Chico Eboué, est-ce que ces projets énergétiques ont répondu aux objectifs initiaux fixés dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi et les différentes stratégies gouvernementales mises en œuvre il y a plus de 10 ans? Malheureusement, non. Malheureusement, alors on peut dire 2 choses. Un élément qui vient donc en soutien à l'action publique, c'est que les grands projets structurants d'équipement exigent souvent plus de temps que ça n'est initialement indiqué dans les cahiers des charges de ces projets. En France, nous avons ce qu'on appelle l'EPR. Ce sont des centrales nucléaires de nouvelle génération.
La France n'a pas encore fini de construire sa propre centrale. Elle a quasiment 6 à 8 ans de retard, alors qu'elle a construit 2 centrales de même dimension en Chine, en Australie, etc. Évidemment, le budget a explosé. Bon. Donc, disons que maintenant, au soutien du gouvernement, je donnerai cette indication. Les grands projets sont souvent, ils nécessitent souvent beaucoup plus de temps, il y a beaucoup d'erreurs d'évaluation. Mais non, ce qu'on ne peut pas admettre, c'est que il ne fonctionne pas du tout, et qu'il n'y en ait aucun qui fonctionne. J'ai appris au plus haut niveau que les barrages, lorsqu'ils sont mis en service, ils inondent toute la zone dans laquelle ils se situent, et même beaucoup, beaucoup plus loin. Et j'ai été tétanisé lorsqu'on m'a dit il faut tout reprendre. J'ai appris ça de quelques officiels dans les ministères à Yaoundé, où je suis. Vous m'avez requis pour venir faire un saut rapide à Douala et remonter aussitôt cette émission terminée, parce que je prends mon avion demain. Et donc, j'ai été tétanisé avant-hier lorsqu'on me l'a dit près de quelques officiels dans les ministères les plus importants, y compris celui de la coordination gouvernementale. C'est cela qui pose problème. Qu'est-ce que cela traduit? Qu'on ait injecté autant de milliards dans la construction de projets énergétiques, annoncer à longueur d'année que cela va permettre de résoudre le déficit énergétique, et ensuite évoquer le fait qu'on doit reprendre systématiquement la construction de ces barrages et l'élaboration de ces projets. Pour vous, qu'est-ce que cela traduit? D'abord, premièrement, j'aimerais plutôt donner du crédit à ceux qui ont construit ces barrages. C'est-à-dire que je n'aimerais pas leur donner des leçons alors que je suis un parfait béotien en matière infrastructurelle. Je ne suis pas un ingénieur, voilà. Cela dit, j'ai écouté un avis très officiel et il m'a été rapporté par plusieurs officiels dans différents ministères, ce qui m'incline à penser que c'est vrai. Alors, si c'est vrai, ça pose un problème. D'abord, ça signale que si nous ne maîtrisons pas les technologies, nous serons souvent assujettis à ce type d'erreur. Malheureusement pour nous. Donc, ça signifie que nous devons de plus en plus maîtriser les technologies. L'Éthiopie construit actuellement le barrage sur le Nil, le plus grand barrage en Afrique. Au point de faire craindre à l'Égypte, à la grande Égypte, de manquer d'eau, mais aussi au Soudan. Mais ce sont des ingénieurs éthiopiens qui ont construit le barrage sur le Nil. C'est personne d'autre. Évidemment en partenariat avec des entreprises italiennes, mais le chef de travaux est éthiopien. Par conséquent, la première réaction, c'est cela. Que vous me demandez une réaction, qu'est-ce que ça signale? Je dis, il nous faut maîtriser la technologie, il faut que nous soyons à la tête de nos grands travaux d'envergure. Nous avons des Camerounais très brillants partout dans le monde. En France où je vis, beaucoup sont sortis de l'école polytechnique, la grande école d'ingénieurs. En France, l'école des ponts et chaussées. Par conséquent, ce n'est pas la matière grise qui nous manque. Maintenant, moi, je crois que notre grand problème, c'est une fois encore l'organisation de toute l'activité, c'est la planification, c'est la programmation, c'est la discipline. Nous sommes dans un pays, pas seulement nous, en Afrique noire c'est souvent courant, nous sommes dans un pays où la discipline n'est pas maîtresse, n'est-ce pas? Nous sommes très habitués à plébisciter la médiocrité, et je crois qu'en l'occurrence, voilà un des pièges dans lequel nous tombons souvent. Professeur Chiko Oboué, vous étiez en train d'évoquer le cycle d'endettement du Cameroun après être sorti de ce programme PPTE. Est-ce que ce cycle d'endettement le gouvernement camerounais a tiré les leçons du passé? Lorsque vous observez le niveau d'endettement actuel et les raisons pour lesquelles le Cameroun s'est endetté et ce qui nous a amené dans des programmes structurels ayant des conséquences socio-économiques graves au Cameroun, avez-vous le sentiment qu'on a tiré les leçons du passé? Bien, vous êtes très intelligent dans vos questions. Maintenant, monsieur Nufele, que peut faire un gouvernement à la sortie de 20 ans, c'est-à-dire 2 décennies perdues de développement? 2 décennies. Que peut faire un gouvernement? Lorsque nous sommes entrés dans cette phase de surendettement, je vous ai dit, les taux d'intérêt mondiaux atteignaient 20%. On vous prêtait, il fallait payer 20%. La moitié du budget allait aux frais financiers, c'est-à-dire le service de la dette, la moitié. Bon, les programmes allègent la situation.
Donc, à partir de là, nous sommes aux alentours de 10-12% de taux d'endettement, en gros, début des années 2007-2008. Donc, si on veut financer un grand programme d'équipement infrastructurel, il est évident que nous devons aller à la dette. Maintenant, la question, c'est, cette dette est-elle soutenable? Est-elle supportable? Alors, j'explique ces deux notions pour les Camerounais. D'abord, est-elle soutenable? Ça veut dire, nous sommes à 43%, vous avez dit 44,4% du produit intérieur brut, c'est-à-dire un peu moins de la moitié de la richesse créée chaque année par les Camerounais. D'abord, la moyenne en CEMAC est 55%. Le Congo RDC, le Congo Brazzaville est beaucoup plus endetté que nous, 70%. Bon. Donc, le gouvernement camerounais dit, écoutez, nous ne sommes pas les plus endettés, d'abord dans notre zone. En Afrique, il y a d'autres pays, le Soudan, 76%. Bon. Donc, le gouvernement dit, on n'est pas les plus endettés en Afrique. Maintenant, l'autre question, c'est le service de la dette, c'est-à-dire ce qu'on paye comme échéance, chaque mois. Entre 2017 et 2018, le service a augmenté de 300 milliards. Il est passé de 727 milliards à 1027 milliards, en un an seulement. Et c'est ce qui a justifié le rééchelonnement de l'eurobond de 2015. J'ai appris qu'il y a eu une polémique ici. Au mois de juin, donc, le gouvernement a émis une nouvelle obligation d'État sur les marchés français. En réalité, c'était racheter, ou du moins c'était allonger l'échéance de l'ancienne obligation qui arrivait à échéance en 2021-22, là, et donc essayer de la renégocier pour qu'elle ait un taux d'intérêt plus bas, presque plus bas de moitié. On passe de 9,25% de coupons, c'est-à-dire ce qu'on doit payer à ceux qui ont souscrit cette obligation chaque année, 9,25% du capital qu'ils ont placé, ça passe à 5,95%. Mais par contre, l'échéance est prolongée 10 ans. Au lieu d'avoir à rembourser le capital que nous avons emprunté en 2015, là, en 2022, nous allons rembourser pour les nouveaux souscripteurs en 2032. Ce qui donne un souffle d'air au gouvernement. Sans quoi, il aurait fallu, entre 2021 et 2025, chaque année, dégager 150 milliards de francs CFA pour payer les intérêts. Donc ça, c'est du retraitement, en réalité, des obligations, c'est-à-dire la dette ancienne, on essaie de la négocier pour la renouveler dans de nouvelles conditions qui soient favorables à nous, celui qui a émis la dette. Donc, voilà ce que fait le gouvernement. Alors, nous sommes à 43-44% de produit intérieur brut. Moi, la question que j'ai posée au directeur de la Caisse autonome, vous dites que votre dette est soutenable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez capable de dégager des recettes supérieures aux dépenses chaque année pour payer le service de la dette, mais en même temps ramener à la dette antérieure au choc de 2016. Ramener à la dette antérieure au choc de 2016 ou même celui du Covid 2019. Est-ce que les conditions sont réunies? Je ne crois pas. C'est là où nous avons parvenir à ces deux défis? Non, c'est là où nous avons un débat. C'est là où nous avons un débat et c'est naturel qu'on ait un débat. C'est naturel que le gouvernement fasse des hypothèses optimistes. Il n'est pas seul. Même les entreprises font des hypothèses optimistes. Je vous signale que si vous allez regarder un site quelconque de marché financier, vous allez voir que les entreprises font des prévisions de dividendes par action très optimistes. Elles disent qu'elles vont payer à leurs actionnaires l'année prochaine, l'année d'après, 3 fois le dividende qu'elles ont payé l'année dernière, alors même qu'elles ont fait des pertes. Ça, c'est le jeu naturel des acteurs des marchés. Et pourquoi vous n'y croyez pas concrètement? Qu'est-ce qui, pour vous rend pessimiste sur la stratégie gouvernementale? Parce que nous avons 5 363 milliards de recettes fiscales l'année dernière. Et nous avons 6 800 milliards de dépenses. Alors comment allons-nous dégager des excédents de recettes sur les dépenses alors que nous avons déjà un déficit budgétaire qui approche les 1000 à 1500 milliards? Comment nous allons le dégager les années d'après? Parce que l'endettement soutenable, ça veut dire que sur 10 ans, nous projetons que nous allons dégager des recettes nettes de dépenses, ce qu'on appelle les excédents primaires du budget de l'État, pour rembourser paisiblement notre dette. Je ne vois pas comment nous allons y arriver facilement
si surtout nous n'avons pas les marges de manœuvre qui nous viennent d'une activité économique plus florissante, c'est-à-dire d'impôts qui rentrent avec l'augmentation supplémentaire de l'activité. Et si nous continuons à importer plus que nous n'exportons, donc nous avons un déficit des transactions courantes, des échanges avec l'étranger, et surtout si, à côté de la dette vis-à-vis des marchés financiers, nous n'avons pas plus de dons, plus d'aides gratuites de l'étranger. Et sur ce point, concernant les aides, les dons et les prêts, on lit le FMI qui insiste sur le fait que le gouvernement camerounais doit plus recourir aux prêts non concessionnels. Pourquoi cette recommandation du Fonds monétaire international qui revient à chaque fois dans les différentes revues concernant le Cameroun? Parce que la dette sur les marchés, les emprunts obligataires, les emprunts sur les marchés coûtent plus que les emprunts à taux concessionnels. Les emprunts à taux concessionnels, c'est quoi? C'est entre 0,3 et 1% auprès du Fonds monétaire, éventuellement de la Banque mondiale. Les emprunts auprès de la Chine, c'est 2,5%. Et donc, la Chine détient 30% de notre stock de dette, 30% de notre stock de dette bilatérale, la dette vis-à-vis des grands pays. La Chine détient 30%. Donc, le Fonds monétaire dit, écoutez, mais il le dit à tous les pays, pas seulement au Cameroun. Et je vais vous expliquer pourquoi beaucoup de pays africains n'adhèrent pas à la doctrine du Fonds monétaire. D'abord, le Fonds dit, bon, écoutez, si vous voulez réduire la dette, il vaut mieux ne pas vous endetter auprès des marchés financiers privés. Donc, il vaut mieux plutôt vous endetter vis-à-vis de nous, c'est-à-dire des institutions internationales ou des pays qui vous donnent une dette à taux faible. Seulement, la contrainte est que l'encours de nouvelles dettes sera plus faible. Parce que vous êtes sous surveillance. Or, si vous avez des projets de développement, c'est ça l'émergence, avoir des projets de développement, vous n'allez pas accepter d'être sous surveillance parce que vous avez besoin de beaucoup plus vous endetter pour financer les projets. Alors, une idée, enfin un fait, une statistique, en 2019, tous les pays africains pauvres ont emprunté 34 milliards de dollars. 34 milliards de dollars sur les marchés internationaux. Le Ghana a levé à lui tout seul quasiment un peu plus de 10 milliards de dollars en 2018. La Côte d'Ivoire, 2018 aussi, elle partait pour 2 milliards d'euros, elle en a recueilli 6. Donc les pays ont des programmes d'émergence, d'industrialisation. Le Ghana commence déjà à assembler des voitures. Voilà. Donc des programmes d'industrialisation, des programmes pour enrichir. Alors l'idée c'est que quand vous allez au fond, le fonds vous dit en gros, vous n'avez pas le droit de vous endetter aux conditions du marché parce que ça va vous coûter plus cher, vous n'aurez pas assez de recettes fiscales pour payer votre dette, mais en même temps ça vous prive de toute possibilité d'engager des programmes de développement. Voilà là où se situe le débat. Dans l'analyse comparative, les pays d'Afrique de l'Ouest qui aussi s'endettent énormément, on voit là-bas des réalisations concrètes à travers de nombreux équipements de production, équipements sociaux. Récemment, avec le président sénégalais Macky Sall qui a inauguré plusieurs formations hospitalières construites, un grand aéroport il y a quelques mois seulement pour pouvoir devenir un hub régional. A contrario, en zone CEMAC, on cherche avec une loupe ces projets structurants financés par les multiples endettements contractés durant ces 10 dernières années. Qu'est-ce qui explique ce contraste-là? Le gazon est toujours plus vert chez le voisin que chez soi. Voilà ce qu'on dit en France lorsqu'on a un jardin. Donc on voit d'un meilleur œil ce qui se fait chez le voisin que chez nous. Bon, ça n'est pas une façon pour moi de plébisciter l'action gouvernementale, mais il faut regarder les choses au cas par cas. Donc examiner les projets structurants au Cameroun et qu'est-ce qu'ils ont donné. Le port de Kribi existe quand même. Et c'est une grande réalisation financée sur fonds chinois, donc sur la dette bilatérale vis-à-vis de la Chine. Vous avez quelques équipements sportifs. Le Palais des Sports, il y a maintenant un peu moins de 10 ans, il y a 8 ans, c'est une réalisation là aussi chinoise. Donc il nous faut avancer dans ce type de projet. Clairement identifié, bien configuré, bien réalisé. Et à ce moment, nous aurons aussi des success stories à montrer à nos voisins
proche ou lointain. Donc, je ne crois pas que l'intelligence ne soit pas camerounaise. Au contraire, les Camerounais sont tellement fiers d'eux-mêmes que pour eux, rien n'est impossible. Et ils sont souvent très brillants. Donc, j'aimerais que dans mon pays d'origine, nous ayons beaucoup plus d'exemples à montrer. Et pour moi, pour y arriver, il nous faut davantage d'organisation, le rejet de la médiocrité. Je suis horrifié de voir comment nous sommes si peu soucieux de notre hygiène publique dans toutes les instances publiques, dans tous les équipements publics. Lorsque je vais dans des ministères, il n'y a pas de toilettes publiques. Alors tout cela, nous ne pouvons pas aller à l'émergence sans cela. Vous savez, la Corée du Sud n'a pas attendu d'être émergente pour que le pays soit le plus propre, un des plus propres du monde, n'a pas attendu d'être émergente pour que le système éducatif soit un des tout meilleurs au monde. Ça fait 40 ans que chaque année, la Corée du Sud est première dans les classements PISA, dans les classements, par conséquent, de la qualité de l'éducation. Donc l'émergence, c'est à la fois l'industrialisation, parce que c'est elle qui enrichit le plus vite, évidemment en diversifiant, y compris en agriculture de deuxième génération, les loisirs, les télévisions, donc vous faites maintenant des séries, tout ça participe à l'enrichissement, mais il faut vendre vos émissions pour avoir des devises, c'est comme ça qu'on va s'enrichir, donc vos programmes doivent être vendus à l'extérieur pour apporter des devises, mais c'est aussi la qualité de l'organisation, la qualité des institutions, et par conséquent, c'est tout cela qui nous rend moyennement riches. En gros, une cible pour vos téléspectateurs. Aujourd'hui, le Camerounais qui gagne le moins, c'est le SMIC, je crois que c'est 40 000 francs CFA. Oui, 36 000. Bon. Donc, en gros, un peu moins de 500 000 à l'année. L'émergence, ça veut dire, au prix d'aujourd'hui, dans 20 ans, le Camerounais qui doit gagner le moins, parce que la production aura été augmentée de près de 14, doit gagner 10 millions de francs. Voilà la cible, M. Nufélé, pour vos téléspectateurs. Donc ça veut dire que tous, nous devons nous ordonner autour de notre chef de l'État, le Premier ministre, nous organiser en commando pour aller conquérir l'émergence. Elle ne viendra pas à nous comme ça. Et donc, c'est le refus de la médiocrité, c'est l'acceptation de l'excellence et des contraintes qui vont avec. Dans l'analyse de la dette du secteur public, il y a la dette au sein des entreprises publiques qui pose problème aux institutions financières internationales. On a vu des entreprises publiques censées être rentables qui enchaînent les perfusions financières de l'État sans qu'il n'y ait un audit de ces multiples subventions et multiples endettements. Comment parvenir à la restructuration au sein du secteur public, notamment des entreprises publiques qui ont d'importantes dettes, des dettes qui inquiètent les partenaires internationaux du Cameroun? Je vais m'excuser d'être un peu à contre-courant de ces avis des institutions internationales. Les entreprises publiques produisent ce qu'on appelle des biens et services publics. Généralement, avec un financement subventionné. Elles sont par nature déficitaires. Vous voyez, moi je vis en France depuis 41 ans, la Société nationale des chemins de fer français, quasiment toujours déficitaire. Bon. La sécurité sociale qui finance gratuitement la santé des Français est toujours déficitaire. Ça fait 40 ans. Parce que vous ne pouvez pas soutenir le bien-être des ménages sans requérir, en vous privant du financement privé, c'est-à-dire le paiement par les ménages des services qu'ils reçoivent, et escompter être bénéficiaire, rentable. Donc c'est un peu le prix à payer si on veut des services aux ménages, et aux ménages dont la population augmente. Vous aurez remarqué que les Camerounais sont maintenant entre 25 et 28 millions. Ils étaient à peine 4-5 millions quand moi je partais de ce pays, il y a 41 ans. Donc, les institutions financières, elles sont dans leur rôle pour rappeler que l'État doit
éviter que les entreprises publiques accumulent des dettes. Sans quoi, c'est le déficit, le budget de l'État qui sera impacté et il y aura un nouveau creusement du déficit budgétaire. Et si l'État n'a pas de ressources, c'est-à-dire des devises fortes, il y aura à nouveau un plan d'ajustement structurel. C'est un peu ça le raisonnement des institutions internationales. Elles ont le droit de le faire. Mais en même temps, un pays qui se développe, c'est un pays qui doit trouver les marges de manœuvre. Si donc on finance des projets structurants, la condition, c'est que ces projets rapportent des richesses, créent des richesses, rapportent des revenus et donc enrichissent les Camerounais. Et à ce moment-là, on pourra financer ce qui est par nature déficitaire. Donc, la grande bataille, à mon sens, c'est d'ordonner les entreprises privées pour qu'elles produisent plus de richesses, de faire en sorte que les projets publics structurants soient mis en place et mis en œuvre pour qu'ils aident les entreprises à produire des richesses. On pense à l'énergie tout à l'heure, on pense à toutes les infrastructures routières, autoroutières, donc on pense à la qualité de la fibre optique pour tous vous, par exemple, qui en dépendez pour vos émissions, C'est à tout cela que l'on pense pour que, d'un côté, on génère des ressources, pour que de l'autre côté, les entreprises publiques qui produisent des biens et services publics au bénéfice des entreprises et des ménages, mais dont le prix ne peut pas être un prix de marché, soient naturellement subventionnés. Je vous parlais sans doute, je ne sais pas si c'était depuis le début de cette émission, du prix du litre d'essence. Imaginez que le litre d'essence passe à 1200 francs. Comment réagiront les Camerounais ? Mais il y a d'autres entreprises publiques qui sont censées être des entreprises commerciales, faire entrer de l'argent. Et à l'analyse de leur performance financière, il y a des inquiétudes. C'est une rentabilité négative enregistrée depuis de nombreuses années sans qu'il n'y ait un audit. Est-ce que sur ce point-là, il faut, selon vous, privatiser, comme cela a été le cas il y a de nombreuses années, ou alors revoir le management et restructurer ces entreprises? Il faut revoir le management, il faut que la tutelle de ces entreprises joue son rôle de superviseur, de contrôleur. Voilà, parce que la privatisation, elle n'a pas bien réussi dans les pays riches. Margaret Thatcher a mis en place le programme en 1978. Il a fallu attendre les années 2004-2005 pour que ça commence à marcher avec les partenariats publics-privés. Moi, j'étais doctorant à Bordeaux, j'ai souvent été à Oxford et à Liverpool, j'ai pris le train souvent en Angleterre, c'était la catastrophe, on se croirait en Inde ou au Pakistan, donc dans un grand pays riche. Donc, par conséquent, les entreprises publiques, elles ont des services publics à produire, souvent avec des déficits. La question, c'est que les déficits soient supportables. Le secteur privé propose une titrisation de la dette intérieure. Est-ce que vous êtes favorable à cette initiative pour résorber et apurer cette dette? Oui, je suis favorable à cette initiative parce que cette initiative conduirait à faire quoi? Elle conduirait à faire en sorte que l'État, au lieu d'émettre simplement les obligations pour collecter tantôt 200 milliards de francs CFA, tantôt 120 milliards, que la dette soit titrisée et donc que des Camerounais puissent acheter des titres de dette négociables. Dette de l'État, dette des administrations publiques, dette des entreprises publiques. À ce moment-là, c'est un élément pour doper le marché financier, la BVMAC, qui pour l'instant ne voit que l'État pour émettre des obligations. Et là, il y a 15 jours, je crois, le Congo a émis une obligation à 6,25% de coupon, c'est-à-dire d'intérêt à payer aux souscripteurs, et le Gabon à 6%. Il faut que le marché soit animé. La titrisation, elle aidera en cela. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le compartiment des obligations, la dette. Il faut que le marché des actions aussi également soit dynamique. Ah oui, parce que c'est les actions qui vont porter le marché également. Les actions, ça veut dire que les entreprises vont chercher du financement à long terme pour justement alimenter leurs projets d'expansion, leurs projets de croissance externe. Voilà. Et donc, il manque aujourd'hui, on a à peine 4 actions sur le marché de Douala, le marché dit d'Afrique centrale. C'est le marché anémique.
Alors, je vous annonce que je vais peut-être m'en occuper un peu. Enfin, j'ai vu le directeur général de la BVMAC. Donc, à la fin de l'année, nous allons organiser un grand événement pour dire aux Camerounais d'y aller sur le marché. C'est la peur de la transparence qui est une exigence dans le secteur boursier? Entre autres, parce que... Ou le manque d'incitation fiscale pour encourager les entreprises à s'y rendre sur ce marché financier? Il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que le standard pour les émissions d'actions avait été mis très haut il y a 15 ans au moment de Douala Stock Exchange et ensuite la bourse de Libreville. La commission des marchés financiers a mis très haut les standards pour l'entrée sur les marchés, notamment le marché d'actions. Donc il va falloir réviser cela. Il va falloir examiner s'il est nécessaire d'avoir deux compartiments, ce qu'on appelle un compartiment de cote officielle pour des entreprises bien solides, ayant des comptes sur le plan financier très clairs, une transparence financière, et puis des PME, donc voire des TPE, c'est-à-dire très petites entreprises ou petites et moyennes entreprises, qui pourraient adhérer à ce qu'on appelle un second marché, où les critères seraient un peu moins rudes. Donc ça, c'est un élément important. Un autre élément, vous avez parlé de fiscalité, mais nous, les Camerounais en particulier, on dit de nous que nous sommes des gros tricheurs. Et la Banque centrale, par exemple, demande aux entreprises de produire les factures lorsque tantôt elles exportent, lorsque tantôt elles importent surtout. Elle demande des transferts de devises en cas d'importation. Mais les factures ne correspondent jamais. Exactement. En tout cas, c'est ce que dit la Banque centrale. C'est pour ça qu'elle a décidé de bloquer certains transferts. Donc tout cela, ça veut dire que notre culture, n'est-ce pas, de l'opacité, de la déviance, voire de l'éviction, des normes, des règles, tout cela doit changer. Si nous voulons passer à une économie moderne, organisée, il nous faut accepter les contraintes de l'économie moderne et organisée. Merci, professeur Chico Eboué. C'est la fin de cette émission. Je précise que vous êtes professeur en sciences économiques. Vous enseignez à l'Université de Lorraine en région de France. Vous venez de diriger et de publier cet ouvrage, Finance, Banque, Microfinance, où va la richesse créée, sous la direction de Chico Eboué, publié aux éditions Larcier, cahier financier, près de 700 pages, je le précise, avec une quarantaine d'auteurs et de nombreux articles scientifiques dans le monde des finances, la banque et la microfinance, où va la richesse créée à travers le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup et bonsoir aux Camerounais. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.